crise politique, déficit de démocratie, affaires, institutions, Union européenne, comment renouer avec la démocratie, comment redonner au peuple sa souveraineté. C'est notre thématique du jour. On est ensemble jusqu'à 9 heures avec l'association pour une constituante. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Comme moi, que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors, vous êtes juriste et membre de l'association pour une constituante. On vous retrouve, comme chaque mois, à ce micro. Bonjour Pascal Gégère. Bonjour. Alors, vous êtes donc chargé d'enseignement à l'université Paris 1 et membre également de l'association pour une constituante. C'est ça. Voilà. Et donc, on parle aujourd'hui de reconstituer le peuple en tant que corps souverain autour du pacte fondamental, notamment par l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Alors, la première question, j'ai envie de vous demander, cette notion de peuple souverain, pourquoi est-ce si important pour la santé du pays, pour notre santé à tous ? Oui, vous avez raison de souligner cet aspect des choses. Effectivement, notre tradition démocratique française repose sur la notion de peuple souverain qui s'est dégagée au fil du temps et de notre histoire nationale. Et l'on constate aujourd'hui que ce peuple souverain qui, normalement, choisit ses représentants, sitôt ces représentants élus, se voit totalement dépossédé de la chose publique, de la chose politique, alors que les représentants qu'il a élus sont là pour le représenter et pour gouverner dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire du peuple, considéré comme une entité politique unitaire, regroupée autour de la nation, avec ce lien particulier qu'est la nationalité, la citoyenneté, et ce lien aussi à la République, qui est un lien indivisible, unitaire et très fort. Et donc cette notion de peuple est à remettre en place au centre de notre vie politique, puisqu'il y a eu cette dérive maintenant depuis plusieurs décennies. Alors, de quelle dérive parlons-nous ? Vous faites un constat, le constat politique d'un déficit de démocratie. Comment on peut le qualifier, Pascal Gégère, ce déficit de démocratie ? En fait, ce déficit de démocratie se traduit par finalement 3 exemples. Le premier, le plus flagrant, on l'a subi en 2005 avec le refus du pouvoir d'appliquer le choix souverain le choix du peuple souverain. Hein, on se rappelle bien de ce traité pour une constitution européenne pour lequel le peuple avait dit non avec un taux quand même de participation de 70%. Je veux dire qu'on se plaint des taux d'abstention des citoyens à différentes élections. Et là, pour une fois, 70% de participation, et on dénie finalement son choix. Ça, c'est le premier exemple. Le plus courant, mais le plus insidieux, c'est en fait la manière dont les lois sont votées en France. On s'aperçoit en fait que plus de 75% des voix ne sont pas proposées par le Parlement, mais bien par le gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui a une mainmise forte sur l'élaboration des lois, puisque c'est à partir de ces projets qu'elles sont votées, avec, on le voit, hein, où les parlements se soumet, ou je veux dire, il ne se soumet pas. À ce moment-là, il y a 2 armes, c'est la dissolution, c'est-à-dire qu'on renvoie les représentants du peuple dans leur pénate, ou on brandit le 49-3. C'est-à-dire que l'exemple de Macron
Macron, là, Avec la loi Macron, là, l'exemple est significatif. Puis un troisième exemple, et j'arrêterai là, c'est finalement la prégnance du droit européen. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, nombre des pans entiers de souveraineté ont été confiés au Parlement européen, aux institutions européennes, et on s'aperçoit en fait que ces règlements aujourd'hui qui imposent finalement leur mainmise sur la législation française. Donc on voit, il y a des nids de démocratie forte, on n'écoute plus le peuple. Alors sur cette question des institutions européennes qui imposent une orientation, moi j'aurais envie de dire oui, mais d'un autre côté, ces orientations européennes, elles sont décidées également par les différents pays qui composent l'Union. Donc finalement, le problème, est-ce l'intégration européenne ou est-ce les orientations que prennent cette intégration européenne, notamment, on le voit avec l'exemple grec où finalement il y a une élection nationale et l'Union européenne agit un peu à contresens de ce qui est décidé nationalement. Alors, je crois qu'il y a deux choses, si vous voulez. Il y a une première chose qui est fondamentalement politique, à savoir que l'Union européenne s'est bâtie sur le dogme du libéralisme économique, c'est-à-dire la nécessité de faire en sorte que l'entreprise, l'activité économique soit entre les mains et exclusivement de structures privées, régie elle-même par la loi de la libre concurrence, d'une part. Ça, c'est le dogme, c'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, la loi fondamentale, c'est la loi du marché. Ça n'est pas la loi de la démocratie. Le marché, c'est quelque chose d'invisible pour lequel on ne vote pas et sur lequel les citoyens ne sont pas appelés à réfléchir et à faire des choix, puisque ce sont les différents décideurs économiques et financiers qui décident de ce qui, pour eux, est l'intérêt de la structure à laquelle ils appartiennent. Et deuxième chose, quant à son mode de fonctionnement, et l'exemple de la Grèce est patent, cette Union européenne fonctionne également sur des dogmes, à savoir le dogme qui consiste à ne pas accepter un certain taux de déficit, c'est-à-dire la nécessité de faire la police en ce qui concerne les dépenses publiques et les budgets adoptés par les États européens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a le pacte de stabilité qui finalement fait que l'économie fonctionne à un petit rythme, et ce qui va à l'encontre même de l'intérêt des peuples, puisque ensuite il faut renier sur les systèmes de protection sociale, sur le fonctionnement des services publics, qui paient la note, si j'ose dire, de ce mode de fonctionnement. Et dernier point, il y a le mythe de l'euro, et jusqu'à maintenant le mythe de l'euro fort, c'est-à-dire une monnaie unique, la même pour des économies qui sont très dissemblables au sein de l'Union européenne et qui n'ont plus la maîtrise d'utiliser le levier monétaire pour conduire une politique économique qui leur soit propre lorsque ces États, ces nations sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Donc les États n'ont plus le droit de battre monnaie, et n'ayant plus le droit de battre monnaie, ils ne peuvent pas restaurer parfois leurs finances publiques, leur développement économique, qu'ils ne peuvent plus animer comme bon leur semble. Et l'on voit bien ce qui se passe avec la Grèce. Les Grecs viennent de choisir démocratiquement leurs représentants. L'Union européenne dit non. Il faut passer par les fourches codines et le diktat de l'Union européenne pour finalement avoir droit au chapitre, si j'ose dire, et les Grecs sont sommés d'exécuter finalement les diktats de l'Union européenne. Voilà, mais on pourrait dire, alors est-ce que c'est vraiment l'Union européenne en elle-même qui
qui porte intrinsèquement ces difficultés, ou est-ce que c'est finalement, on pourrait rêver d'une Union européenne plus portée sur la démocratie? Et c'est là toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on nous a vendu une Europe avec un modèle social, mais on s'aperçoit que depuis les années 80, et plus exactement avec l'introduction d'un certain nombre de pays de l'Est, on s'aperçoit en fait que ce modèle social a été abandonné au profit d'une dynamique néolibérale. Mais tout ça tient de la volonté d'un certain nombre de fondre la nation dans une entité, une Europe supranationale. Avec finalement un doux rêve qui consisterait à amener finalement les pays européens, et notamment la France, vers une souveraineté partagée. Alors ça, c'est un oxymore redoutable. Je veux dire que c'est vrai que c'est un concept harmonieux, assez séduisant, qui est présenté par les hommes et les femmes politiques, mais c'est digne j'allais dire, de la novlangue d'Orwell, quoi. Je veux dire qu'une souveraineté ne se partage pas. Je veux dire que les déclarations de droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution de 58, comme celle de 1791, posaient le principe de l'inaliénabilité de la souveraineté. Mais on voit, il y a bien ici cette volonté de donner, comme disait Hayek, d'écarter l'homme politique l'homme politique pour pouvoir instaurer une loi des marchés. C'est-à-dire que Hayek, en ce sens, avait cette notion très forte consistant à dire finalement, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi du marché, et il faut finalement mettre la démocratie au service de la loi du marché. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment une volonté forte auquel, même aujourd'hui, la France ne peut plus réagir par rapport à ça, même si elle a introduit dans sa constitution un certain nombre d'articles qui soumet les directives et les règlements européens au Parlement, mais comme le Parlement est tenu finalement de les appliquer, je veux dire que c'est le chat qui se mord la queue, quoi, je veux dire. Alors donc, vous avez pointé différents déficits, symptômes du déficit de démocratie, donc avec je dirais l'exemple de la Grèce, l'exemple du référendum sur le traité constitutionnel européen. Et alors, un autre point, c'est que finalement, on fait assez peu usage du référendum en France. Alors, justement, je ne sais pas s'il y en a eu un autre depuis, justement, le sinistre... ce sinistre... 29 mai 2005. Voilà, enfin, le 29 mai 2005 en lui-même, il n'était pas sinistre. Tout à fait, c'est oui. ce On qui est s'est bien passé d'accord. après. C'est passé ensuite. Donc c'est le dernier référendum en date en France. Tout à fait. Et donc il y en a pas. Donc on fait assez peu usage du référendum, quand on consulte assez peu du. Oui, c'est assez paradoxal puisque lorsque le général de Gaulle était revenu aux affaires, les constituants de 58 avaient élaboré ce fameux article 11 qui permettait donc au chef de l'État, sur proposition du gouvernement, du Premier ministre, de soumettre à votation populaire, au référendum, un certain nombre de questions d'intérêt national, de façon à ce que le peuple puisse souverainement et directement s'exprimer. Et l'on a vu au fil du temps, de l'usage et de la pratique des institutions de la Ve République, peu à peu, ce référendum tombait, je ne dirais pas en désuétude, mais en tout cas ne plus être tellement utilisé par nos gouvernants. Et c'est d'ailleurs un signe, car cela atteste que de la part de nos gouvernants, il y a une certaine peur du peuple. Peur du peuple, on l'a vu parce que il y a eu ce fameux référendum de 2005, du 29 mai 2005, de rejet du traité constitutionnel européen, mais aussi sur les 24 révisions de la Constitution de la Ve République, la procédure de l'article 89 telle qu'elle a été utilisée a été, dans sa deuxième phase, le choix de la réunion d'un congrès à Versailles plutôt que l'appel au peuple
pour demander au peuple de ratifier la loi votée dans les mêmes termes consécutivement par les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a que 2 fois, en 1962 et en 2000, lors de la réforme du quinquennat, lors de l'établissement du quinquennat, passage du septennat au quinquennat, que l'on a utilisé la deuxième phase, c'est-à-dire la phase dite référendaire. En 1962, d'ailleurs, on peut mettre cela à part parce que le référendum lui-même en tant que tel était inconstitutionnel puisque le général de Gaulle avait fait usage de l'article 11 et qu'il aurait dû normalement utiliser l'article 89. Mais comme il craignait une opposition du Sénat, il y avait de forts risques pour lui que sa réforme ne passe pas. D'où l'utilisation directe de l'article 11. Et le Conseil constitutionnel a validé ensuite en considérant que, à partir du moment où le peuple s'était prononcé par la voie référendaire, il y avait eu une espèce de validation implicite aussi de la procédure et qu'il ne pouvait pas censurer l'expression directe de la souveraineté populaire. Donc tout ceci est intéressant et montre que cette peur du peuple, par le non-usage, qui est fait du référendum, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit activé. Et c'est d'autant plus inquiétant que l'article 11 lui-même a été révisé pour permettre désormais au peuple d'avoir une partie de l'initiative en matière référendaire, en même temps que les parlementaires eux-mêmes, 1/5 des membres du Parlement, alors qu'on promeut cette idée, bien qu'elle soit quand même très, très, très encadrée. En même temps, il y a une espèce de dégénérescence, si j'ose dire, de l'usage du référendum. Alors on pourrait se dire à ce propos, on est empêtré dans tout un tas de problèmes, de crises économiques, de problèmes environnementaux, etc. Donc on pourrait se dire, c'est des problèmes compliqués, on va déjà essayer de résoudre tout ça, et puis on verra ensuite pour réformer le système institutionnel. Et on pourrait avoir la tentation de ce raisonnement. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui expriment ça. Or, vous, ce que vous dites, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le moyen de résoudre toutes ces nœuds, toutes ces crises imbriquées à répétition. Oui, puisque en fait, on subit les conséquences de choix politiques et économiques qui ne sont pas finalement ceux du peuple. Et donc, vous pouvez en corriger les méfaits, mais vous n'en supprimerez jamais les causes. Et une des causes, c'est effectivement de revoir sur des bases démocratiques nouvelles et sur des valeurs républicaines réaffirmées le choix du peuple souverain, qui permet effectivement d'aller vers des politiques plus en phase avec ce qui fonde la société française. Je voudrais revenir sur un petit point. Je ne veux pas éluder la question, mais on parle effectivement de déni de souveraineté de la part de l'élitocratie européenne et française. Leur volonté de vouloir fondre la nation dans un État supranational. Mais il y a aujourd'hui un déni de souveraineté plus insidieux, plus pervers. C'est en fait la volonté de certaines personnes de débarrasser la France de son enveloppe charnelle, la nation, pour la revêtir des habits d'une communauté de communautés. L'amendement de 1992, Macron, sur les jours fériés, je ne sais pas si vous en avez entendu. En fait, l'idée de cet amendement consisterait à autoriser un certain nombre de territoires français de supprimer ou plutôt de changer des jours fériés tels que le lundi de Pâques, l'Ascension, etc. Il y en a 5 par des jours fériés locaux, finalement issus de l'histoire des communautés locales. C'est typiquement, finalement, la volonté de soumettre la nation aux us et coutumes de communautés. C'est-à-dire que c'est vraiment remettre en cause l'esprit républicain, social et laïque de la République. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faille pas balayer ça d'un revers de main, mais on s'aperçoit en fait que dans la Constitution,
il y a déjà tout ce respect de la dignité d'un certain nombre de communautés. Je veux dire que c'est Donc, inscrit dans la Constitution. c'est un exemple symbolique, mais significatif de ce. On tente un retour à une régionalisation, morcellement un peu de cet esprit républicain, quoi. Oui, Alors, vu que le temps tourne, je voulais aussi préciser, avec vous, le fait que pour rendre cette souveraineté au peuple, ce que vous proposez, bien sûr, c'est l'objet de votre association, c'est un processus constituant. Et donc vous insistez bien sur le fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose de totalement nouveau, bien évidemment. C'est quelque chose auquel on a recours régulièrement dans l'histoire. Et donc on peut rappeler peut-être rapidement, parce que le temps tourne, les principaux épisodes constituants auxquels la France a vécu. Oui, très, très, très rapidement, bien sûr. Alors, on peut rappeler 1789, l'Assemblée nationale, qui se proclame ensuite Assemblée nationale constituante, donne une constitution écrite à la France, qui rompt, bien sûr, avec l'Ancien Régime, puisque en tête de cette constitution, il y aura notamment la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a la Convention qui avait été élue en 1792, qui donne aussi à la France la Constitution du 24 juin 1793. Après la Révolution populaire du 24 février 1848, convocation également d'une assemblée constituante qui va donner une nouvelle constitution à la France, la Constitution du 4 novembre 1848. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et après la Libération, donc en 1946, on va avoir convocation à 2 reprises d'une assemblée constituante, puisque un premier référendum avait rejeté le premier projet de constitution. Il a donc fallu élire une nouvelle assemblée nationale constituante pour lui demander de revoir les choses et d'élaborer une nouvelle constitution. Voilà, donc très rapidement le panorama, donc jusqu'à la 4e République, la Constitution de 58 ayant été adoptée de manière très différente, puisque c'est un petit comité et que le pouvoir constituant avait été délégué, au moins pour la rédaction de la Constitution, au gouvernement présidé par le général de Gaulle, qui lui-même s'est entouré d'un comité d'experts et de l'avis d'un comité consultatif constitutionnel. Mais le peuple n'est pas intervenu là-dedans, puisqu'il n'y a pas eu élection d'une assemblée constituante pour faire le texte constitutionnel. De la Ve République. Pour la Ve République. Donc aujourd'hui, Pascal Gégère, qu'est-ce qui vous semblerait important pour se mettre en place ce processus constituant Écoutez, si l'on souhaite remettre en place un dispositif plus en phase avec l'esprit de notre Constitution, il convient effectivement de pratiquer d'une manière démocratique. C'est-à-dire que si on veut une représentation, une démocratie représentative, il faut qu'elle soit à la fois participative, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la plus grande partie, voire la majorité de citoyens puissent y participer, mais pour qu'il puisse y avoir cette démocratie participative, encore faut-il mettre en place des mécanismes d'une démocratie délibérative. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions avoir strate par strate, c'est-à-dire qu'au niveau des différents territoires, des mécanismes qui fassent que les citoyens élisent par strate, ce que je viens de dire, des représentants qui eux-mêmes, à un moment donné, se réuniront pour constituer l'Assemblée en définitive constituante. Ok. Donc
Le débat néanmoins, donc il y a enfin, ce que vous proposez, c'est une élection au suffrage universel de Oui, cette assemblée tout à fait, oui, oui. constituante. Alors comment faire en sorte que finalement, parce que le but quand même, c'est qu'il y ait un renouvellement. Tout à Là fait, tout à aujourd'hui, fait. on sait que les Français n'ont pas, ne voient pas d'issue par rapport à leur vote, hein, qui pensent que si à la dernière élection présidentielle, une majorité de personnes avaient l'impression que leur vote n'influerait pas sur la politique. Disons-le de manière abrupte, ils ont toujours le sentiment d'avoir été cocufiés à chaque élection. Voilà, c'est bien dit. Et là, je pense que la dernière élection répond à cette règle, enfin, élection présidentielle. Donc, Oui, comment faire en sorte que oui. finalement l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante aboutisse pas Oui. finalement à une assemblée composée des hommes politiques qu'on connaît aujourd'hui, droite, gauche, Tout à fait, oui, oui, tout à fait. etc. Enfin, Alors, il faut que le peuple s'empare du débat constitutionnel. Pour cela, il faut que le débat constitutionnel se tienne au niveau des communes, par la désignation de délégués communaux qui vont réfléchir à la constituante. Ensuite, on fait la même chose en ce qui concerne les départements, par l'élection de délégués départementaux. Et enfin, on fait la même chose au niveau national, par l'élection de délégués nationaux qui vont réfléchir sur la constituante. Donc on a trois niveaux un petit peu différents, de façon à renouveler le débat et de façon à ce que le peuple s'empare du débat. Et dans les grandes communes, il faut diviser les communes en petites sections, de façon à ce qu'il y ait aussi un vrai débat. Alors cette idée de processus constituant, il est défendu à tous les niveaux de votre association, qui justement elle-même est articulée nationalement et localement. Et donc nous avons en ligne donc François Pommier, qui est le responsable de votre cercle local de l'Ariège, qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Oui, Monsieur bonjour. Pommier. Bonjour à tous. Alors, donc, vous vous occupez de l'association pour une constituante en Ariège. Quelles sont vos actions quelles sont vos actions au quotidien? Un petit historique d'abord parce que c'est une section qui a été créée il y a quelques années, qui a sommeillé aussi pendant 2 ans parce qu'il y a eu les disparitions de quelqu'un qui était très très important, qui fédérait autour de lui pas mal de monde, Michel Naudy. Je pense que vous connaissez Michel Naudy qui s'est suicidé après avoir été mis au placard par la télévision française pendant 20 ans. Et c'est, disons, suite à l'appel du président de l'association, André Bellon, il y a quelques mois, que on s'est dit, bon, c'est le moment, il faut qu'on essaye, enfin, je dis oui, il faut qu'on essaye de reconstituer un cercle en Ariège. Et donc, j'ai contacté certain nombre, moi je fais partie d'un réseau militant, bien sûr, sur le département. J'ai contacté un certain nombre de gens que je connaissais, et puis un peu plus largement. Et depuis décembre 2014, on se retrouve entre 10 et 15 tous les mois pour réfléchir à la question, voir quelles sont les difficultés, parce que l'organisation telle qu'elle vient d'être décrite, effectivement, c'est une organisation parfaite, sauf que ça, c'est pas aussi simple que ça. Parmi nous, on a aussi des gens qui proposent qu'il y ait un collège tiré au sort, de façon à ce que toutes les strates de la population soient représentées dans cette réflexion, dans ce processus. Donc voilà, on en est à une période de réflexion, mais on est tous conscients que le changement ne pourra pas intervenir par les députés et les sénateurs, puisqu'ils sont à la fois juges et partis, et que ce ne sont pas eux qui peuvent remettre en cause le système électoral. On est aussi convaincus que la proportionnelle intégrale est essentielle pour modifier la donne
et peut-être réduire l'abstention et réduire aussi le poids du Front National. On sait aussi que les carrières politiques dont beaucoup se vantent encore dans les médias sont antidémocratiques. Et que la seule solution pour une démocratie vivante, c'est un seul mandat renouvelable une seule fois. Donc je crois que ce qui rassemble un peu les gens du cercle de l'Ariège pour une constituante, c'est cette idée qu'il faut modifier la donne au niveau des modes de scrutin. Voilà. Alors effectivement, on pourrait dire en préalable, alors je ne sais pas si c'est un préalable à la mise en place d'un processus constituant, déjà, si on avait une réforme du cumul des mandats, ça serait déjà des progrès. Est-ce que vous le posez en préalable ou finalement on peut aller directement au processus constituant? Alors là... Non, disons que c'est pas vraiment un préalable, c'est que on sait à peu près que c'est impossible, que comme je le disais tout à l'heure, les sénateurs et les députés étant jugés partis, ils vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assis, sur laquelle sont assises leur carrière politique. Donc on compte pas dessus. Mais ceci dit, toutes les avancées qui pourront se faire dans ce sens, on est prêt à les prendre. Mais le constat qu'on fait, c'est que l'abstention augmente, que les soi-disant proportionnels qui existent, comme au niveau des municipales, c'est pourtant la base de la communauté, la base de la démocratie, sont verrouillés. Quand on voit que il faut 10% pour dans une commune comme celle où j'habite, de Saint-Giron, qui a 7000 habitants, il faut 10% des voix au deuxième tour pour avoir un élu sur 29 quand on est dans l'opposition. Voilà, on appelle ça une élection proportionnelle. On voit bien qu'un système est en place qui verrouille toutes l'ouverture possible. Voilà, donc c'est pour ça que la constituante semble être la solution pour contourner les blocages institutionnels. Oui, alors Pascal Gégère en plateau voulait s'exprimer sur la question du cumul des mandats. Alors, à savoir que faut-il faire du cumul des mandats? Il appartiendra aux constituants, à un moment donné, de définir un certain nombre d'axes, de principes, de mécanismes, de normes pour régler ce sujet. Je pense que notre préoccupation aujourd'hui, c'est de mettre en place les mécanismes qui instaurent une assemblée constituante. À charge pour elle, une fois installée, de définir les principes qui vont guider l'écriture d'une nouvelle constitution. Et c'est, j'aime bien ce que disait François, je veux dire que c'est toute cette réflexion-là sur les mécanismes que sur lesquels nous allons débattre le 6 juin, puisque nous réunissons l'ensemble des présidents des cercles locaux pour, entre autres, mais surtout, imaginer ensemble tous ces mécanismes qui permettront l'installation en France dans les temps prochains, à très court terme, la constitution d'une assemblée constituante. Et je répète, ce sera elle qui décidera d'un certain nombre de préceptes, de principes et de normes. Alors cette idée de processus constituant, elle fait quand même son chemin. Puisque l'association pour une constituante n'est pas non plus la seule à défendre cette idée. Alors on espère que ces forces vont se fédérer pour se faire entendre. En tout cas, Monsieur Pommier, je vous remercie. Donc vous étiez en direct de Saint-Giron, dans l'Ariège, en tant que responsable du cercle de l'Ariège. Je vous remercie. Merci pour votre témoignage. Merci. Et très bonne journée. Merci François. Voilà, eh bien écoutez, c'est l'heure de conclure. Merci merci Louis Sézy d'avoir été fidèle une fois de plus au poste. Merci Pascal Gégère d'être avec nous ce matin. C'était, je sais plus, la 17e émission. Voilà. Alors pour fêter ça, petit jingle pour fêter ça. La liberté que nous voulons.
l'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, vous étiez avec Michel. On se retrouvera mercredi prochain entre 8 et 9. Avant de se quitter, je voulais quand même vous proposer un petit agenda, d'ailleurs, qui ne manquera pas de vous intéresser à tous les démocrates. Hein. Ce sont les conférences gesticulées de Franck Lepage. Qui ont lieu en ce moment. Alors j'y étais hier soir à la première et je vous conseille vraiment ces conférences. Donc c'est donc ce soir, jeudi, vendredi à 19h et puis il y en aura une samedi à 17h et une autre dimanche à 17h. Voilà, c'est en deux conférences. Chaque conférence est en 2 parties parce que c'est long. Il y en a une sur la culture et une sur l'éducation et ça se passe au Grand Parquet, 35 rue d'Aubervilliers, voilà, métro Stalingrad dans le 18e à Paris. Et là, c'est vraiment un cours magistral voilà, de démocratie, et notamment la première sur le thème de la culture comme reproduction des inégalités sociales. Et à la deuxième, sur l'éducation comme système de reproduction des inégalités sociales. Voilà. Et donc très lié au thème de la démocratie, bien entendu. Voilà, c'est 12 € par spectacle, 18 pour les deux. Voilà, donc jusqu'à vendredi à 19h et samedi et dimanche à 17h au théâtre Le Grand Parquet. Voilà, merci Serge, donc, qui était aux manettes de l'émission. Très bonne journée à l'écoute d'Aligre FM et dès 9h30, vous retrouverez Denis dans La Voix du Ghetto. Polis, donc des pierres, des marbres polis. Ils sont très forts, tous ces vieux lettrés, parce qu'ils disaient que et ces formations rocheuses, ces formations minérales, qui représentent tous les principes. Aimez une jolie fille ou un des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les monks, les pierres de rêve. La religion, c'est des sciences. Qui ressemblent à des formations de paysage légère. Vous pouvez aussi refouler ça c'est un autre problème. D'ailleurs, c'est le sens des raccourcis. Des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis. Ils sont très forts, tous ces vieux lettrés, parce qu'ils disaient que et ces formations rocheuses, ces formations minérales, qui représentent tous les principes.